Le soleil se couchait sur la baie de Nice, peignant le ciel d'un orange éclatant qui se reflétait dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Sur la terrasse du penthouse de l'hôtel Negresco, Gabriel Moreau tenait une coupe de champagne d'Homme Pérignon. Mais son regard n'était pas fixé sur le panorama somptueux qui s'étendait devant lui. Il observait la foule rassemblée en contrebas, sur la promenade des Anglais, où des centaines de personnes s'étaient massées pour assister à un spectacle qu'elles n'oublieraient jamais. « Mesdames et messieurs !» cria-t-il dans le microphone sans fil, sa voix portant jusqu'au dernier rang de la foule. « Ce soir, devant vous tous, témoins de cet instant, je veux faire une promesse qui changera ma vie à jamais. » Les murmures de la foule se turent instantanément. Gabriel Moreau, 32 ans, héritier de l'empire hôtelier Moreau International, était connu pour ses conquêtes éphémères et sa réputation de célibataire endurcie. Que pouvait-il bien annoncer qui surprendrait autant? Élodie Laurent. Sa voix vibrait d'une émotion que personne ne lui connaissait. « Descendez de votre appartement et rejoignez-moi. » Toutes les têtes se tournèrent vers la petite fenêtre du 3e étage d'un immeuble modeste de la rue Masséna. Là, derrière les rideaux de dentelle, une silhouette féminine hésitait. Élodie, 28 ans, floaste de profession et de passion, n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. « Je ne peux pas, Gabriel !» cria-t-elle depuis sa fenêtre, les joues empourprées. « Tout le monde nous regarde. »« Laissez-les regarder, » répliqua-t-il avec un sourire radieux. « Laissez-les voir qu'un homme peut être fou amoureux. Élodie Laurent, voulez-vous m'épouser ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, lentement, la fenêtre s'ouvrit complètement. Élodie apparut, ses longs cheveux châtains flottant dans la brise marine, ses yeux verts brillant de larmes contenues. « Oui !» hurla-t-elle, sa voix se mêlant aux applaudissements et aux cris de joie de la foule. « Oui, Gabriel Moreau, je veux vous épouser. » Ce moment, immortalisé par des dizaines de smartphones et filmé par les chaînes de télévision locales, marquait le début d'une histoire d'amour qui allait bouleverser tout ce que la haute société niçoise croyait savoir sur les relations entre les classes sociales. Mais pour comprendre comment Gabriel Moreau, l'un des hommes les plus riches et les plus courtisés de la Côte d'Azur, en était arrivé à faire une demande en mariage public à une simple fleuriste, il faut remonter le temps. Retourner à ce jour où leurs destins se sont croisés à nouveau, après des années de séparation. 3 mois plus tôt, Gabriel n'aurait jamais imaginé qu'il puisse un jour prononcer ces mots. 3 mois plus tôt, il était encore l'homme qui avait juré de ne jamais tomber amoureux, l'homme qui avait construit sa vie sur la conviction que l'amour véritable était un mythe inventé par les romantiques naïfs. 3 mois plus tôt, il ne savait pas qu'Élodie Laurent existait encore. 3 mois plus tôt, Gabriel Moreau regardait par la fenêtre de son bureau au dernier étage de la Tour Moreau, l'immeuble de verre et d'acier qui dominait le quartier d'affaires de Nice. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bureau en acajou massif, un tic qu'il avait développé depuis l'enfance et qui ressurgissait toujours dans les moments de tension. « Monsieur Moreau ?» La voix de sa secrétaire, Madame Dubois, résonna dans l'interphone. « Votre mère souhaite vous parler, elle dit que c'est urgent. » Gabriel ferma les yeux et soupira profondément. Chaque appel de sa mère était urgent selon elle, et chacun se terminait invariablement par une dispute ou une manipulation émotionnelle. Depuis le divorce tumultueux de ses parents, survenu quand il avait 12 ans, Isabelle Moreau avait fait de la culpabilisation un art. « Passez-la-moi », dit-il résigné. « Gabriel, mon chéri !» La voix de sa mère était trop enjouée, signe qu'elle voulait quelque chose. « Comment vas-tu ? Tu travailles encore trop, j'en suis sûr. Tu devrais prendre des vacances, peut-être avec cette charmante Delphine de Montclair. Sa mère m'a dit qu'elle... » « Maman, arrêtez !» Gabriel massa ses tempes, sentant pointer une migraine. « Delphine et moi avons rompu il y a 6 mois. Je vous l'ai déjà dit. » « Oh, mais pourquoi, mon chéri? Elle était parfaite pour toi. Une bonne famille, de l'éducation, de l'argent. Exactement, tout ce qui compte pour vous. » L'amertume dans sa voix était palpable. « Non, comme avec papa, n'est-ce pas? Tout était parfait sur le papier, jusqu'à ce que vous découvriez qu'il vous trompait avec sa secrétaire. » Le silence qui suivit fut lourd de reproches non exprimés. Gabriel se souvenait encore de cette nuit terrible où il avait surpris ses parents en pleine dispute.
Son père, Henri Moreau, avait claqué la porte en jurant qu'il ne reviendrait jamais. Il avait tenu parole. « Gabriel, tu sais très bien que c'est différent. Ton père était... Mon père était exactement le genre d'homme que vous voulez que j'épouse. Riche, bien né, parfait en société. Et regardez comment ça s'est terminé. » Gabriel raccrocha sans attendre la réponse de sa mère. Il avait pris cette décision des années auparavant. Jamais il ne se marierait. Jamais il ne prendrait le risque de devenir comme son père ou de faire souffrir quelqu'un comme sa mère avait souffert. Pourtant, malgré sa détermination, une part de lui se sentait vide. À 32 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. La richesse, le succès, la reconnaissance. Ses hôtels étaient réputés dans le monde entier, ses investissements fructueux, sa réputation irréprochable dans le milieu des affaires. Mais quand il rentrait le soir dans son penthouse somptueux, le silence l'accueillait comme un reproche. Il repensa à cette conversation qu'il avait eue la semaine précédente avec son ami d'enfance, Thomas Blanchard, maintenant marié et père de 2 enfants. « Tu ne te sens jamais seul, Gabriel ?» lui avait demandé Thomas en sirotant son whisky dans le bar du Negresco. « Seul ?» Gabriel avait ri, mais son rire sonnait faux. « Comment pourrais-je être seul ? J'ai plus de rendez-vous que je ne peux en gérer. Ce n'est pas de ça que je parle, et tu le sais très bien. Je parle de cette solitude qui te prend le matin au réveil, quand tu réalises que personne ne partage vraiment ta vie. » Gabriel n'avait pas répondu, mais les mots de Thomas l'avaient hanté pendant des jours. Peut-être était-ce pour cette raison qu'il avait accepté si facilement d'organiser ce gala de charité pour l'association Fleurs d'Espoir, qui aidait les enfants défavorisés de la région. Peut-être cherchait-il inconsciemment un sens à sa vie au-delà des chiffres d'affaires et des acquisitions immobilières. Il ne savait pas encore que ce gala allait tout changer. Il ne savait pas qu'en acceptant de faire appel à une petite fleuriste de la rue Masséna pour la décoration, il allait retrouver une partie de lui-même qu'il croyait à jamais perdue. Une partie de lui-même qui avait pour nom Élodie Laurent et qui l'attendait depuis 20 ans. Élodie Laurent se leva avant l'aube, comme chaque matin depuis 10 ans. Dans la pénombre de son petit appartement au-dessus de la floriculture, elle enfila sa robe de coton bleu marine et attacha ses cheveux en un chignon simple. Par la fenêtre, elle apercevait déjà les premiers rayons de soleil qui caressaient les toits de tuiles rouges de la vieille ville. En descendant l'escalier étroit qui menait à la boutique, elle huma l'arôme familier des roses, des lys et des pivoines que sa grand-mère, Marguerite Laurent, avait disposées la veille. À 75 ans, grand-mère Margot, comme l'appelait tout le quartier, refusait de prendre sa retraite. « Mes fleurs ont besoin de moi », disait-elle toujours, « et moi, j'ai besoin d'elles. » Élodie poussa la porte de la boutique et alluma les lumières. Les fleurs de Margot n'étaient pas la plus grande floriculture de Nice, loin de là. Coincée entre une boulangerie et un petit café, elle occupait un espace modeste de la rue Masséna. Mais ce qui lui manquait en superficie, elle le compensait en charme et en authenticité. Les murs étaient tapissés de photographies en noir et blanc, montrant 3 générations de femmes, Laurent travaillant parmi les fleurs. Élodie reconnaissait son arrière-grand-mère Céleste, puis sa grand-mère dans la force de l'âge, et enfin sa propre mère, Sophie, décédée dans un accident de voiture quand Élodie n'avait que 15 ans. « Bonjour, mes belles », murmura-t-elle aux fleurs en commençant sa routine matinale. Elle vérifia l'eau de chaque vase, retira les feuilles fanées, réarrangea les compositions. Chaque geste était précis, empreint d'un amour transmis de mère en fille depuis des décennies. Le carillon de la porte tinta, annonçant l'arrivée de sa grand-mère. « Élodie, ma chérie, tu es déjà debout !» Marguerite Laurent entra d'un pas alerte, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, ses yeux bleus pétillants de malice. « J'ai apporté des croissants de chez Monsieur Dupont, et j'ai aussi une nouvelle qui va te faire plaisir. » Élodie leva les yeux de l'arrangement de Dalias qu'elle était en train de terminer. « Une bonne nouvelle ? Raconte-moi tout, grand-mère. » Hier soir, j'ai reçu un appel de Madame Dubois, la secrétaire de Monsieur Gabriel Moreau. Tu sais, le fils de l'Empire hôtelier ? Le nom fit tressaillir Élodie, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Quelque chose dans ce nom lui évoquait des souvenirs flous, des images d'enfance qu'elle n'arrivait pas à saisir.
Ils organisent un grand gala de charité au Negresco le mois prochain, continua Marguerite, les yeux brillants d'excitation. Et ils veulent que nous nous occupions de toute la décoration florale. Imagine, Élodie, le Negresco, 500 convives, les journalistes, les photographes. Élodie sentit son cœur s'accélérer, mais pas d'excitation, d'angoisse. Grand-mère, nous n'avons jamais fait quelque chose d'aussi important. Et si nous échouons, si nous ne sommes pas à la hauteur? Ma chérie, dit Marguerite en prenant les mains de sa petite fille dans les siennes, les Laurent n'ont jamais reculé devant un défi. Ta mère aurait sauté de joie à cette idée. Et puis, tu as un talent extraordinaire. Tes compositions sont de véritables œuvres d'art. Élodie baissa les yeux. Depuis la mort de sa mère, elle avait pris l'habitude de se réfugier derrière sa grand-mère, de laisser la vieille dame gérer les aspects difficiles du commerce. Elle préférait rester dans l'ombre, créer ses arrangements dans le silence de l'arrière-boutique, loin des regards et des jugements. « Ils viennent nous rencontrer cet après-midi », annonça Marguerite. « Monsieur Moreau en personne. Il veut discuter du projet et voir nos réalisations. » À ces mots, une image fugace traversa l'esprit d'Élodie. Un petit garçon aux cheveux bruns, assis au bord d'un ruisseau, lui tendant une fleur sauvage. Mais l'image s'évanouit avant qu'elle puisse la saisir. « Ça va, ma chérie ?» demanda Marguerite, remarquant la pâleur de sa petite fille. « Oui, oui, ça va, c'est juste. Ce nom, Gabriel Moreau, il me dit quelque chose. » Marguerite fronça les sourcils, puis son visage s'éclaira. « Bien sûr, comment ai-je pu oublier ? Quand tu étais petite, tu passais tes étés chez ta tante Marguerite à Grasse. Il y avait ce petit garçon de famille aisée qui venait en vacances dans la villa d'à côté. Vous étiez inséparables. Tu parlais tout le temps de ton Gabriel quand tu revenais. Les souvenirs affluèrent d'un coup. Les étés dorés dans la campagne grassoise, les aventures dans les champs de lavande, les rires partagés, et surtout, ce sentiment de complicité parfaite avec un garçon qui, malgré ses vêtements coûteux et ses manières raffinées, l'avait acceptée telle qu'elle était. « Mon Dieu !» murmura Élodie, portant une main à sa bouche. « Gabriel, c'est lui ?» Mais 20 ans s'étaient écoulés. Était-il possible qu'il se souvienne d'elle? Était-il seulement encore l'enfant doux et attentionné qu'elle avait connu, ou était-il devenu comme tous ces hommes riches et arrogants qui la regardaient parfois avec condescendance quand elle livrait des fleurs dans les beaux quartiers? L'après-midi s'annonçait déterminant. Dans quelques heures, elle allait découvrir si le destin lui offrait une seconde chance ou si certains mondes étaient définitivement séparés. À 15 heures précises, une Bentley noire s'arrêta devant les Fleurs de Margot. Gabriel Moreau en descendit, ajustant sa veste de costume sur mesure. Il avait choisi une tenue décontractée pour cette rencontre. Enfin, décontractée selon ses standards. Pantalon en laine italienne, chemise blanche immaculée et veste bleu marine sans cravate. Il observa la devanture de la petite boutique avec curiosité. Les arrangements floraux dans la vitrine étaient d'une délicatesse remarquable, loin des compositions ostentatoires qu'il avait l'habitude de voir dans les hôtels de luxe. Ici, chaque fleur semblait avoir été choisie et placée avec amour. En poussant la porte, il fut accueilli par le parfum envoûtant des roses et des lys. Une femme âgée, aux cheveux argentés, s'avança vers lui avec un sourire chaleureux. « Monsieur Moreau, je présume ? Je suis Marguerite Laurent. Nous nous sommes parlé au téléphone. Madame Laurent, enchantée !» Gabriel serra la main tendue, surpris par la poigne ferme de la vieille dame. « Votre boutique est magnifique. Ces arrangements sont vraiment... » Il s'interrompit. Une jeune femme venait d'apparaître depuis l'arrière-boutique, portant un grand vase de pivoine blanche. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Les cheveux châtains qui cascadaient sur ses épaules, les yeux verts qui l'observaient avec une expression mélange de surprise et de reconnaissance, le port gracieux malgré la simple robe de coton. Gabriel sentit son cœur manquer un battement. « Élodie !» murmura-t-il, incrédule. Le vase faillit lui échapper des mains. « Gabriel, c'est vraiment toi ?» Marguerite les regardait alternativement, un sourire complice aux lèvres. « Je vous laisse faire connaissance, dit-elle avec malice, avant de disparaître discrètement dans l'arrière-boutique.
Ils restèrent immobiles quelques secondes, séparés par 20 années et apparemment par des mondes différents, mais reliés par des souvenirs d'enfance qui ressurgissaient avec une intensité bouleversante. Tu as beaucoup changé, dit finalement Gabriel, s'approchant lentement. Élodie posa le vase sur le comptoir, ses mains tremblant légèrement. Toi aussi, tu es devenu exactement ce que je pensais que tu deviendrais, c'est-à-dire un homme important, élégant, quelqu'un qui appartient à un autre monde que le mien. Il y avait une tristesse dans sa voix qui serra le cœur de Gabriel. Il se souvenait de la petite fille espiègle qui courait pieds nus dans les champs de lavande, qui riait aux éclats quand il construisait des cabanes dans les arbres, qui partageait avec lui ses rêves les plus secrets. « Élodie, dit-il doucement, je suis toujours le même Gabriel qui te donnait des fleurs sauvages au bord du ruisseau. » Elle leva les yeux vers lui et il y lut tant d'émotions contradictoires. Joie, peur, nostalgie, méfiance. « Les fleurs sauvages, répéta-t-elle dans un souffle. Tu te souviens vraiment? Comment pourrais-je oublier? Tu étais ma meilleure amie. Tu étais la seule personne avec qui je pouvais être complètement moi-même. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Ces étés à Grasse avaient été les plus beaux de son enfance. Gabriel était son confident, son complice, son premier amour d'enfant. Quand sa famille avait cessé de venir passer les vacances dans la région, elle avait pleuré pendant des semaines. « Pourquoi êtes-vous parti ?» demanda-t-elle. « Un été, vous n'êtes simplement plus revenu. J'ai attendu. » Gabriel baissa la tête. « Le divorce de mes parents. Ma mère a vendu la villa. Tout s'est écroulé d'un coup. » Il releva les yeux vers elle. « J'ai voulu te retrouver, tu sais. J'ai demandé à ma mère l'adresse de ta tante, mais elle avait tout jeté. Elle disait qu'il fallait que j'oublie cette phase de ma vie. Et tu as obéi. J'avais 12 ans, Élodie. Et puis, avec le temps, il hésita. J'ai fini par me convaincre que c'était mieux ainsi. Nos mondes étaient trop différents. Et maintenant, demanda-t-elle défiant. Ils le sont toujours, nos mondes, non? Gabriel la regarda intensément. La petite fille qu'il avait connue avait grandi pour devenir une femme d'une beauté saisissante. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui le troublait. C'était cette même authenticité, cette même sincérité qui l'avait séduit 20 ans plus tôt. « Peut-être, dit-il finalement, mais je ne veux plus laisser les différences de classe décider de ma vie. J'ai 32 ans, Élodie. Je suis assez grand pour choisir mes amis. »« Tes amis ?» répéta-t-elle avec un petit sourire ironique. Il sourit à son tour. « Pour commencer, Marguerite choisit ce moment pour réapparaître, portant un plateau avec du thé et des petits gâteaux. Alors, vous avez fini de vous regarder comme des chiens de faïence? Nous avons un gala à organiser, si je ne me trompe pas. » Gabriel et Élodie éclatèrent de rire, rompant la tension. Pour la première fois depuis des années, Gabriel se sentait léger, comme libéré d'un poids qu'il portait sans s'en rendre compte. « Vous avez raison, Madame Laurent. Parlons affaires. » Il se tourna vers Élodie. « Mais j'espère que nous aurons l'occasion de parler d'autre chose aussi. J'aimerais beaucoup rattraper ces 20 années perdues. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible? Était-ce vraiment possible que le destin leur offre une seconde chance? Les semaines qui suivirent cette rencontre bouleversèrent la routine d'Élodie. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir secret de voir Gabriel pousser la porte de la boutique, et chaque soir, elle s'endormait en repensant à leur conversation. Car Gabriel venait souvent, beaucoup plus souvent que ne l'exigeait l'organisation du gala. Officiellement, il voulait superviser les préparatifs, s'assurer que tout serait parfait pour l'événement. Officieusement, il cherchait toutes les excuses pour passer du temps avec Élodie. « Vous savez, monsieur Moreau, dit un jour Marguerite avec un sourire malicieux, je commence à croire que vous vous souciez plus de ma petite fille que de vos arrangements floraux. » Gabriel, qui était en train d'aider Élodie à porter des caisses de vases, s'arrêta net. « Madame Laurent, je vous assure que... »« Oh, ne vous excusez pas !» l'interrompit la vieille dame en riant. « Au contraire, cela me fait plaisir de voir Élodie sourire autant. Cela faisait longtemps. » Élodie rougit jusqu'aux oreilles. « Grand-mère, quoi? C'est vrai. Depuis que Monsieur Moreau vient ici, tu chantes en travaillant. Et hier, je t'ai même vu te mettre du rouge à lèvres pour aller au marché aux fleurs. » Gabriel sourit, touché par cette révélation.
Lui aussi avait remarqué les changements en lui-même. Il se surprenait à penser à Élodie pendant ses réunions d'affaires, à imaginer son rire quand il lisait ses emails, à chercher des prétextes pour quitter son bureau plus tôt et passer rue Masséna. « Élodie, dit-il ce soir-là, alors qu'ils fermaient ensemble la boutique, accepteriez-vous de dîner avec moi? Je connais un petit restaurant tranquille sur les hauteurs de Nice. » Elle hésita, tortillant le lien de son tablier entre ses doigts. « Gabriel, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gens vont parler. Votre réputation, ma réputation ?» Il fronça les sourcils. « Quelle réputation? Vous savez très bien. Gabriel Moreau, le célibataire endurci, l'homme qui sort avec les plus belles femmes de la Côte d'Azur sans jamais s'attacher. Que vont penser vos amis s'ils vous voient avec une simple floriste ?» Gabriel posa ses mains sur les épaules d'Élodie, la forçant à le regarder. « Élodie, mes soi-disant amis ne me connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent que le personnage que je joue en société. Vous connaissez le vrai Gabriel, celui qui construisait des châteaux de sable et qui rêvait de voyager autour du monde, celui qui avait peur de l'orage et qui se cachait dans votre cabane. Nous avions 10 ans, Gabriel. Nous avons changé. Avons-nous vraiment changé ?» Il caressa doucement sa joue. « Quand je vous regarde, je retrouve la même douceur, la même sincérité qui m'avait séduit quand nous étions enfants. Et j'espère que vous retrouvez en moi quelque chose de l'ami que j'étais. » Élodie ferma les yeux, savourant cette caresse. Depuis des semaines, elle luttait contre les sentiments qui grandissaient en elle. Elle avait peur de souffrir, peur de n'être qu'une distraction passagère pour lui, peur de la différence de leurs conditions sociales. « D'accord, murmura-t-elle finalement. Mais quelque part de simple. Je ne veux pas de restaurant étoilé où je me sentirai déplacé. » Gabriel sourit, soulagé. « Je connais l'endroit parfait, chez Mamie Rose, dans le vieux Nice. Elle fait la meilleure pissaladière de la région et personne ne nous dérangera là-bas. » Le lendemain soir, Élodie passa plus d'1 heure à choisir sa tenue. Elle essaya plusieurs robes avant de s'arrêter sur une simple robe bleue qui mettait en valeur ses yeux verts. Pour la première fois depuis des années, elle se regardait dans le miroir, non pas pour vérifier si elle était présentable, mais pour se trouver jolie. Gabriel l'attendait devant le restaurant, et quand il la vit arriver, son sourire illumina son visage. Il avait troqué ses costumes habituels contre un jean et une chemise blanche, et Élodie fut frappée de voir à quel point il paraissait plus jeune, plus détendu. « Vous êtes magnifique, » dit-il en lui offrant son bras. Le dîner fut magique. Loin des regards curieux et des conventions sociales, ils purent enfin parler librement. Gabriel raconta sa solitude dans les pensionnats prestigieux, sa difficulté à faire confiance après le divorce de ses parents, sa peur de l'engagement. Élodie parla de sa mère, de ses rêves d'enfant de devenir artiste, de sa décision de reprendre la boutique familiale par amour pour sa grand-mère. « Vous savez, » dit Gabriel, en tenant sa main par-dessus la table, « je n'ai jamais parlé à personne comme je vous parle. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir enlever le masque que je porte depuis si longtemps. Et moi, j'ai l'impression de me réveiller après des années de sommeil, » avoua Élodie. « Avec vous, je me sens vivante. » Quand ils sortirent du restaurant, la nuit était douce et étoilée. Gabriel proposa de faire quelques pas sur la promenade des Anglais. Ils marchèrent en silence, leurs mains entrelacées, écoutant le bruit des vagues. « Élodie, » dit soudain Gabriel, s'arrêtant face à la mer. « Je sais que c'est fou, je sais que nous nous connaissons à peine, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Élodie sentit son cœur s'emballer. « Gabriel, je sais, c'est trop tôt, c'est inapproprié. Nous venons de mondes différents. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous avez réveillé quelque chose en moi que je croyais mort. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais j'ai peur, Gabriel. Peur de souffrir, peur de vous perdre encore. » Il prit son visage entre ses mains. « Alors, ne me perdez pas. Donnez-nous une chance. » Et sous les étoiles de Nice, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui scellait leur destin. La nouvelle de la relation entre Gabriel Moreau et Élodie Laurent se répandit dans la haute société niçoise comme une traînée de poudre.
Au début, ce ne furent que des murmures dans les salons feutrés du Negresco, des regards entendus lors des cocktails mondains, des conversations à mi-voix dans les loges de l'opéra. « As-tu entendu? Gabriel Moreau fréquente une floriste. »« Une floriste? Tu es sûr? Peut-être est-ce juste une aventure passagère. »« Non, non, ma chérie, on les a vus ensemble plusieurs fois. Ils semblent très épris. » Delphine de Montclair, l'ex-petite amie de Gabriel, faillit renverser sa coupe de champagne quand sa mère lui annonça la nouvelle lors d'un déjeuner au Carlton. Une floriste, Delphine, une simple floriste de la rue Masséna. Après tout ce que j'ai fait pour te réconcilier avec lui, Madame de Montclair agitait son éventail avec agitation. Enfin, cela ne durera pas. Gabriel retrouvera ses esprits. Il a toujours eu un faible pour les œuvres de charité. Mais Delphine, qui connaissait Gabriel mieux que quiconque, voyait bien que quelque chose avait changé en lui. Lors des rares occasions où elle l'avait croisé récemment, elle avait remarqué cette lueur nouvelle dans ses yeux, cette façon qu'il avait de sourire en regardant son téléphone, comme s'il lisait un message qui lui faisait plaisir. Gabriel, de son côté, commençait à ressentir la pression sociale. Ses associés faisaient des allusions de plus en plus transparentes lors des réunions du conseil d'administration. « Gabriel, mon vieux, dit un jour Charles Dubois, l'un des actionnaires principaux, j'espère que tu ne fais rien qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Tu sais comme nos clients sont attachés à un certain standing. »« Que voulez-vous dire exactement, Charles ?» demanda Gabriel, bien qu'il connût parfaitement la réponse. « Cette fréquentation avec cette jeune femme. » Je ne juge personne, bien sûr, mais nos investisseurs japonais sont très traditionnels. Ils s'attendent à ce que leurs partenaires aient des épouses, comment dire, de leur rang social. Gabriel serra les poings sous la table. Ma vie privée ne regarde que moi, Charles. Et pour votre information, Élodie Laurent est une femme remarquable qui vaut tous vos investisseurs japonais réunis. Le silence qui suivit fut glacial. Gabriel se leva et quitta la salle de réunion, laissant derrière lui des visages scandalisés. Élodie, elle aussi, subissait les regards et les commentaires. Quand elle se rendait au marché aux fleurs le matin, elle sentait les autres commerçants chuchoter sur son passage. Certains clients de la boutique posaient des questions indiscrètes, curieux de connaître les détails de sa relation avec le prince de la Côte d'Azur, comme l'avaient surnommé les journaux People. « Mademoiselle Laurent, dit un jour Madame Petit, une cliente habituelle, on dit que vous fréquentez Monsieur Moreau, c'est vrai ?»« Nous nous connaissons, oui, » répondit Élodie prudemment, en arrangeant des roses. « Oh, ma chère, vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Un homme si riche, si beau, j'espère que vous saurez le garder. Enfin, ce genre d'homme ne reste jamais longtemps avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » Élodie ne voyait que trop bien. Le sous-entendu était clair. Elle n'était pas assez bien pour Gabriel Moreau. Cette idée la hantait de plus en plus. Elle commençait à analyser chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, se demandant si elle était à la hauteur, si elle ne faisait pas honte à Gabriel lors de leur sortie. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant du port, elle remarqua les regards insistants des autres clients. Gabriel suivit son regard et soupira. « Ils nous regardent encore », murmura-t-elle. « Laissez-les regarder, cela leur passera. Gabriel, peut-être devrions-nous... » « Quoi ?» Il posa sa main sur la sienne. « Élodie, vous n'allez tout de même pas les laisser gâcher notre bonheur. Je ne sais pas si je suis assez forte pour supporter ça, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Partout où nous allons, je sens qu'on me juge. Votre mère m'a à peine adressé la parole quand vous me l'avez présentée. Vos amis me regardent comme si j'étais une curiosité exotique. » Gabriel sentit la colère monter en lui. Non contre Élodie, mais contre cette société hypocrite qui osait juger la femme qu'il aimait. Car oui, il l'aimait. Cette évidence s'était imposée à lui progressivement, mais avec une force qui le surprenait lui-même. « Élodie, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, regardez-moi. Vous êtes la femme la plus authentique, la plus généreuse, la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Si mes amis ne sont pas capables de le voir, alors ce ne sont pas mes amis. Si ma mère ne peut pas vous accepter, c'est son problème, pas le nôtre. Mais votre entreprise, votre réputation, mon entreprise survivra très bien. Et ma réputation, Élodie,
Je me moque de ma réputation si cela signifie vous perdre, je vous aime. Les mots étaient sortis avant qu'ils puissent les retenir. Ils se regardèrent en silence. Le poids de cette déclaration flottante entre eux. Vous m'aimez, chuchota-t-elle. Oui, je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne, et si le monde entier doit s'y opposer, eh bien, tant pis pour le monde entier. Élodie sentit ses dernières résistances s'effondrer. Moi aussi, je vous aime, Gabriel, mais j'ai si peur. Alors, soyons forts ensemble, vous et moi contre les préjugés, contre les conventions, contre tous ceux qui pensent que l'amour doit respecter les classes sociales. Cette nuit-là, en se séparant devant la boutique, ils savaient que leur relation venait de franchir un cap. Ils s'aimaient malgré tout et contre tous. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer que la société niçoise n'avait pas encore fini de les mettre à l'épreuve. Le gala de charité Fleur d'Espoir arriva plus vite que prévu. Le grand salon du Negresco avait été transformé en un jardin féerique grâce au talent d'Élodie. Des guirlandes de roses blanches et de lys ornaient les colonnes de marbre. Des compositions florales monumentales trônaient sur chaque table, et des suspensions de glycine créaient un plafond végétal d'une beauté saisissante. Gabriel, impeccable dans son smoking, accueillait les invités avec son charme habituel, mais ses yeux cherchaient constamment Élodie dans la foule. Elle était là, vêtue d'une robe de soie vert émeraude que sa grand-mère avait insisté pour qu'elle porte, supervisant discrètement les derniers détails de la décoration. « Magnifique travail, mademoiselle Laurent », dit le maire de Nice en s'approchant d'elle. « Je n'ai jamais vu le Negresco aussi romantique. »« Merci, monsieur le maire », répondit Élodie avec un sourire timide. Elle n'était pas encore habituée à recevoir des compliments de personnalités si importantes. De l'autre côté de la salle, Delphine de Montclair observait Élodie avec une curiosité non dissimulée. Elle avait voulu voir de ses propres yeux cette femme qui avait réussi à capturer le cœur de Gabriel. Elle devait admettre, à contre-cœur, qu'Élodie possédait un charme naturel indéniable. Sa beauté n'était pas sophistiquée comme celle des femmes de leur milieu, mais elle avait quelque chose d'authentique qui attirait le regard. « Alors, c'est elle ?» demanda Viviane de Castellane, l'une des amies de Delphine, en désignant Élodie d'un discret mouvement de tête. « Oui, c'est elle. Je dois reconnaître qu'elle est surprenante. Gabriel a perdu la tête. Une floriste. Imagine le scandale si jamais il l'épousait. » Delphine ne répondit pas, mais une idée germait dans son esprit. Elle connaissait Gabriel depuis l'enfance. Elle savait exactement quels étaient ses points faibles. Et elle n'avait pas l'intention de le laisser s'encanailler avec une roturière sans rien faire. Pendant ce temps, Isabelle Moreau, la mère de Gabriel, faisait son entrée dans la salle au bras de son nouveau compagnon, un industriel parisien qu'elle fréquentait depuis 6 mois. Drapée dans une robe Chanel noire rehaussée de diamants, elle attirait tous les regards. Malgré ses 58 ans, Isabelle restait une femme d'une beauté glaciale et d'une élégance irréprochable. Gabriel l'aperçut et soupira intérieurement. Il savait que cette soirée serait l'occasion pour sa mère de rencontrer officiellement Élodie, et il appréhendait cette confrontation. « Gabriel, mon chéri !» Isabelle l'embrassa sur les 2 joues avec une affection calculée. « Cette soirée est magnifique. Qui s'est occupé de la décoration? C'est vraiment rustique. » Gabriel serra les dents. « Élodie Laurent s'est occupée des arrangements floraux. Je vais vous la présenter. » « Oh, la fameuse floriste! J'ai tellement entendu parler d'elle. J'ai hâte de faire sa connaissance. » Le ton de sa mère ne présageait rien de bon, mais Gabriel n'avait pas le choix. Il traversa la salle avec elle et s'approcha d'Élodie, qui ajustait un bouquet de pivoine près de l'orchestre. « Élodie, je vous présente ma mère, Isabelle Moreau. Maman, voici Élodie Laurent. » Élodie se redressa, essuyant discrètement ses mains sur sa robe avant de les tendre vers Isabelle. « Madame Moreau, enchantée, j'espère que la décoration vous plaît. » Isabelle examina Élodie de la tête aux pieds avec un sourire figé. « Enchantée, ma chère, vous avez fait du très beau travail, c'est très coloré. » L'insulte déguisée n'échappa à personne. Gabriel sentit la colère monter en lui, mais Élodie garda son calme et son sourire. « Merci. J'aime que les fleurs apportent de la vie et de la joie. C'est ma philosophie. Comme c'est rafraîchissant,
répliqua Isabelle avec une condescendance à peine voilée. Gabriel m'a dit que vous aviez une petite boutique. Cela doit être charmant. Grand-mère et moi, nous aimons ce que nous faisons. C'est l'essentiel, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chère. Mais vous comprenez, j'espère, que Gabriel a des responsabilités, des obligations sociales. Il ne peut pas... Enfin, vous comprenez. Cette fois, Gabriel ne put se contenir. Maman, cela suffit. Je ne fais que... Vous ne faites que vous comporter de manière inacceptable envers la femme que j'aime, dit-il d'une voix dangereusement calme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour d'eux, plusieurs invités avaient surpris l'échange et tendèrent l'oreille. Isabelle pâlit, Élodie rougit violemment. « Gabriel, murmura Élodie, ne vous disputez pas avec votre mère à cause de moi. »« Non, Élodie, il faut que les choses soient claires. » Il se tourna vers sa mère. « Maman, Élodie fait partie de ma vie maintenant. Soit vous l'acceptez et vous la traitez avec le respect qu'elle mérite, soit nous n'aurons plus grand-chose à nous dire. » Isabelle Moreau n'était pas habituée à ce que son fils lui tienne tête. Habituellement, Gabriel évitait les confrontations, préférant la diplomatie aux éclats. Cette fois, elle réalisait qu'elle était allée trop loin. « Gabriel, je ne voulais pas... » Elle regarda Élodie, puis son fils, et comprit qu'elle risquait de le perdre définitivement. « Mademoiselle Laurent, je vous prie d'excuser mes manières. J'ai été maladroite. » Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était plus que ce qu'Élodie avait espéré de la part de cette femme hautaine. « Il n'y a pas de mal, Madame Moreau, dit-elle avec grâce. Je comprends que vous vous fassiez du souci pour votre fils. » L'orchestre entama une valse, et Gabriel tendit la main à Élodie. « M'accordez-vous cette danse ?» Elle hésita. Danser avec lui devant tout ce monde, c'était s'afficher officiellement comme son couple. C'était franchir une ligne invisible mais bien réelle. « Gabriel, je ne sais pas si... »« Faites-moi confiance, » dit-il doucement. Elle prit sa main, et ils se dirigèrent vers la piste de danse. Aussitôt, tous les regards convergèrent vers eux. Gabriel l'enlaça avec tendresse, et ils commencèrent à danser. Élodie se sentait maladroite au début, impressionnée par tous ces yeux braqués sur eux. Mais Gabriel dansait divinement bien, et peu à peu, elle se détendit, oubliant la foule pour ne plus voir que lui. « Vous êtes magnifique ce soir », murmura-t-il à son oreille. « Gabriel, tout le monde nous regarde. Votre mère a l'air furieuse. Laissez-la, Élodie, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce soir, en dansant avec vous devant tous ces gens, je me sens libre pour la première fois de ma vie. Libre d'aimer qui je veux, libre d'être moi-même. » Elle leva les yeux vers lui, émue par la sincérité de ses paroles. « Moi aussi je me sens libre, libre et effrayé à la fois. » Pourquoi effrayé? Parce que j'ai l'impression que ce bonheur est trop beau pour être vrai. Parce que j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Gabriel s'arrêta de danser et prit son visage entre ses mains, là, au milieu de la piste, devant tous les invités médusés. « Élodie Laurent, dit-il d'une voix forte et claire, ce n'est pas un rêve. Et pour vous le prouver, je veux que vous deveniez ma femme. » Cette demande en mariage improvisé stupéfia l'assistance. Élodie, elle, sentit son cœur exploser de bonheur et de terreur mêlée. « Oui !» Le mot jaillit des lèvres d'Élodie, avant qu'elle puisse réfléchir. « Oui, Gabriel, je veux vous épouser !» Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Certains invités applaudissaient par politesse, d'autres par émotion sincère devant cette scène romantique inattendue. Gabriel souleva Élodie dans ses bras et la fit tournoyer, tous deux riant et pleurant à la fois. Mais tous n'étaient pas ravis de ce dénouement. Dans un coin de la salle, Delphine de Montclair échangeait des regards entendus avec ses amis. Isabelle Moreau avait le visage figé dans une expression de contrôle absolu, cachant mal sa contrariété. Et Charles Dubois, l'associé de Gabriel, sirotait son champagne avec une mine sombre. « Mes chers amis, » Gabriel avait pris le microphone de l'orchestre. « Vous venez d'être témoin du plus beau moment de ma vie. Élodie Laurent a accepté de devenir ma femme. » Nouveaux applaudissements, plus nourris cette fois. L'émotion était contagieuse, et même les plus sceptiques se laissèrent gagner par l'enthousiasme du moment. « Gabriel, » murmura Élodie à son oreille, « vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant. »
Tant mieux, répondit-il en l'embrassant tendrement. Je ne veux plus de retour en arrière. Je veux avancer avec vous, construire une vie avec vous. Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Élodie recevait les félicitations des invités avec un mélange de joie et d'appréhension. Certains semblaient sincères, d'autres cachaient mal leur scepticisme derrière des sourires de façade. Grand-mère Margot, qui avait assisté à toute la scène depuis sa table, rayonnait de bonheur. Elle avait vu grandir Élodie. Elle connaissait ses rêves d'enfant, ses peurs d'adolescente, ses espoirs de femme. Voir sa petite fille si heureuse la comblait de joie. « Ma chérie, dit-elle en prenant Élodie dans ses bras, tu mérites tout le bonheur du monde. Et si quelqu'un n'est pas content, il aura affaire à moi. » Thomas Blanchard, le meilleur ami de Gabriel, s'approcha du couple avec un sourire sincère. « Gabriel, mon vieux, félicitations, tu as l'air plus heureux que je ne t'ai jamais vu. Et mademoiselle Laurent, bienvenue dans la famille des amis de ce fou. »« Merci, monsieur Blanchard, » répondit Élodie, touchée par la chaleur de l'accueil. « Thomas, s'il vous plaît, et j'espère que vous nous ferez l'honneur de nous rendre visite. Ma femme sera ravie de vous rencontrer, et nos enfants adorent les fleurs. » Ces moments de bonheur contrastaient avec d'autres échanges moins agréables. Élodie surprit plusieurs conversations à mi-voix. Enfin, il va se lasser. Les hommes de ce milieu ne restent jamais avec ce genre de femme. Pauvre Gabriel, il ne voit pas qu'elle en veut à son argent. J'espère qu'ils auront signé un contrat de mariage. Chaque commentaire était comme une aiguille plantée dans son cœur. Gabriel, qui remarquait son malaise grandissant, décida qu'il était temps de partir. Élodie, si nous rentrions, cette soirée a été assez riche en émotions. Elle acquiesça avec soulagement. Ils prirent congé des invités, remerciant chacun pour sa présence et ses félicitations, même les moins sincères. Sur le chemin du retour, dans la voiture de Gabriel, un silence pesant s'installa. Élodie regardait défiler les lumières de Nice par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Vous regrettez » demanda doucement Gabriel. « Non, » répondit-elle sans hésiter. « Je ne regrette pas de vous avoir dit oui. Mais Gabriel, vous vous rendez compte de ce qui nous attend ? Votre mère me déteste, vos associés pensent que je vais ruiner votre réputation, et la moitié de vos amis croient que je suis une croqueuse de diamants. » Gabriel gara la voiture devant la boutique et se tourna vers elle. « Élodie, regardez-moi. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit un jour quand nous étions enfants ?» Elle sourit malgré ses larmes. « J'ai dit tellement de bêtises. Vous m'aviez dit que peu importait ce que pensaient les autres, du moment qu'on savait qui on était vraiment. Vous aviez 8 ans, et vous étiez déjà plus sage que tous ces gens en smoking. J'étais naïve à 8 ans. Non, vous étiez authentique, et vous l'êtes toujours. C'est pour cela que je vous aime. Élodie, ces gens qui nous jugent, qui nous critiquent, ils ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas que vous passez vos dimanches à porter des fleurs aux personnes âgées de votre quartier. Ils ne savent pas que vous avez refusé 3 fois de vendre votre boutique à des promoteurs pour préserver la mémoire de votre mère. Ils ne savent pas que vous êtes la personne la plus généreuse et la plus courageuse que je connaisse. » Élodie sentit ses dernières résistances fondre. « Et vous, Gabriel, savez-vous dans quoi vous vous engagez ? Je ne sais pas tenir une maison de 15 pièces, je ne connais rien aux vins millésimés, je n'ai jamais mis les pieds dans un court de tennis. Et moi, je ne sais pas distinguer une rose d'une pivoine, je brûle les œufs au plat et je n'ai jamais eu de conversation vraie avec quelqu'un avant de vous retrouver. » Il prit ses mains dans les siennes. « Nous apprendrons ensemble, Élodie. Nous inventerons notre propre façon de vivre, notre propre définition du bonheur. » Cette nuit-là, en s'endormant dans son petit lit sous les combles, Élodie repensa à cette demande en mariage. Elle avait dit oui avec son cœur, impulsivement, portée par l'émotion du moment et par l'amour qu'elle ressentait pour Gabriel. Maintenant, dans le silence de sa chambre, elle réalisait l'ampleur de ce qui les attendait. Mais malgré ses peurs, malgré les obstacles qui se dressaient devant eux, elle ne regrettait rien. Gabriel Moreau était l'homme qu'elle aimait. L'enfant qu'elle avait aimé, l'ami qu'elle avait perdu et retrouvé. Ensemble, ils seraient plus forts que tous les préjugés.
Le lendemain matin, elle se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle allait devenir Madame Gabrielle Moreau, et elle allait le faire avec fierté, avec dignité, et surtout avec amour. Les semaines qui suivirent les fiançailles furent un tourbillon d'activités. Gabrielle avait insisté pour que leur mariage ait lieu rapidement, craignant que les pressions extérieures ne finissent par ébranler Élodie. Ils fixèrent la date au premier samedi de juin, soit dans 6 semaines. 6 semaines pour organiser le mariage de l'année? S'exclama Marguerite en feuilletant les magazines de mariage qu'Élodie avait rapportés. Ma chérie, c'est impossible, il faut au moins 6 mois pour... Grand-mère, nous ne voulons rien d'extravagant, l'interrompit Élodie. Une cérémonie simple, avec nos proches, dans la petite église de Grasse où maman s'est mariée. Simple? Marguerite leva les yeux au ciel. Tu épouses Gabrielle Moreau, ma chérie, pas le boulanger du coin. Les journalistes vont se bousculer, il y aura des photographes partout. Tu ne peux pas te marier en robe de coton. Élodie soupira. Elle commençait à réaliser que même leurs projets les plus modestes prenaient des proportions démesurées dès qu'on associait le nom de Gabrielle. Ils avaient voulu une liste d'invités de 50 personnes. Elle en comptait déjà 120. Et Gabrielle n'avait même pas encore contacté ses relations d'affaires. « Élodie, » dit Gabrielle en entrant dans la boutique, les bras chargés d'échantillons de tissu. « J'ai rencontré Madame Bertrand, la couturière. Elle peut nous recevoir cet après-midi pour votre robe. Gabrielle, c'est trop. Cette femme habille les stars du Festival de Cannes. Sa robe la moins chère doit coûter plus que mes revenus annuels. » Élodie. Gabrielle posa les échantillons et prit ses mains. « Je sais que tout cela vous met mal à l'aise, mais laissez-moi vous offrir la robe de vos rêves. Laissez-moi vous gâter un peu. » Élodie hésitait. Depuis leur engagement, Gabrielle se montrait d'une générosité parfois embarrassante. Il avait insisté pour payer les fleurs de leur mariage, avait réglé les frais de traiteur sans même la consulter, et maintenant, il voulait lui offrir une robe de haute couture. Ce n'est pas une question d'argent, Gabrielle, c'est une question d'authenticité. Je veux que ce mariage nous ressemble, pas qu'il ressemble à ce que les gens attendent de vous. Gabrielle comprit son dilemme. Lui-même se sentait pris entre son désir de faire plaisir à Élodie et la pression sociale qui l'entourait. Ses associés l'avaient encouragé à faire de ce mariage un événement digne de son rang, et sa mère multipliait les suggestions pour une cérémonie appropriée. « D'accord, » dit-il finalement. « Nous allons faire exactement ce que vous voulez. Église de Grasse, 50 invités maximum, et vous choisissez votre robe. Mais laissez-moi au moins vous accompagner chez la couturière. Si vous ne trouvez rien qui vous plaît, nous irons ailleurs. » Élodie sourit, touchée par sa volonté de compromis. « D'accord, mais à une condition, pas de photographe, pas de journaliste. Je veux que ce jour nous appartienne. Promis. » Malheureusement, tenir cette promesse s'avéra plus difficile que prévu. Dès que la nouvelle de leur mariage se répandit, les médias s'emparèrent de l'histoire. Le prince de la Côte d'Azur épouse Cendrillon, titrait Nice Matin. Conte de fées ou calcul, se demandait un magazine People. Élodie découvrit avec horreur sa photo en première page d'un journal régional, accompagnée d'un article détaillant sa modeste origine et spéculant sur ses véritables motivations. On y décrivait la floriculture comme une petite boutique sans prétention, et on insinuait qu'elle avait habilement séduit l'héritier lors du gala de charité. « Il me présente comme une aventurière », dit-elle à Gabrielle, les larmes aux yeux. « Comme si j'avais tout calculé pour vous piéger. » Gabriel était furieux. Il avait déjà contacté ses avocats pour faire cesser ces articles diffamatoires, mais le mal était fait. Élodie se sentait salie par ces insinuations. « Peut-être devrions-nous reporter le mariage », suggéra-t-elle un soir, alors qu'il dînait tranquillement dans l'appartement de Gabriel. Le temps que les choses se calment. Jamais. Gabriel posa fermement sa fourchette. « Élodie, si nous cédons maintenant, ils auront gagné. Ces vautours qui se nourrissent de scandales, ces gens qui ne supportent pas qu'on puisse s'aimer au-delà des barrières sociales. Si nous reportons, ils diront que nous avons eu peur, que notre amour n'était pas assez fort. Mais Gabriel, ma grand-mère reçoit des coups de téléphone de journalistes. Ils fouillent dans notre passé, ils questionnent nos voisins. C'est invivable. » Gabriel se leva
et vint s'asseoir près d'elle sur le canapé. « Élodie, regardez-moi. Dans 6 semaines, vous serez ma femme. Nous partirons en voyage de noces, loin de tout ça, et quand nous reviendrons, une autre histoire aura remplacé la nôtre dans les journaux. Il suffit de tenir bon encore un peu. Et s'ils avaient raison, murmura-t-elle. Et si nous venions vraiment de mondes trop différents? Élodie Laurent, dit Gabriel en prenant son visage entre ses mains, vous êtes la femme que j'aime. Vous êtes celle qui fait battre mon cœur, celle qui donne un sens à ma vie. Peu importe que vous vendiez des fleurs et que moi je dirige des hôtels. Peu importe que vous portiez du coton et moi de la soie. Ce qui compte, c'est ça. Il posa sa main sur son cœur. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Cette nuit-là, Élodie prit une décision. Elle n'allait plus se laisser intimider par les médias, ni parler qu'en dira-t-on. Elle allait épouser Gabriel Moreau parce qu'elle l'aimait, et elle allait le faire avec la tête haute. Le lendemain matin, elle se rendit chez Madame Bertrand pour choisir sa robe de mariée. Non pas la plus chère ni la plus sophistiquée, mais celle qui lui ressemblait. Simple, élégante et authentique. Après tout, comme le disait sa grand-mère, une femme amoureuse est belle dans n'importe quelle robe, ma chérie. L'important, c'est la lumière qu'elle a dans les yeux. Le matin du mariage, Élodie se réveilla dans sa chambre d'enfance chez sa grand-mère à Grasse. Par tradition, Gabriel et elle avaient passé la nuit séparés, lui dans un hôtel de la région, elle dans la maison où elle avait grandi. Le soleil de juin filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant des motifs dorés sur les murs tapissés de fleurs. Élodie resta allongée quelques minutes, savourant ses derniers instants de solitude, avant que sa vie ne bascule définitivement. « Élodie, ma chérie !» La voix de Marguerite résonna dans l'escalier. « Il est temps de se lever. Madame Bertrand arrive dans 1 heure avec ta robe. » Élodie sourit. Sa grand-mère était dans tous ses états depuis 1 semaine, vérifiant chaque détail, coordonnant les livraisons, s'assurant que tout serait parfait pour sa petite fille bien-aimée. En descendant pour le petit déjeuner, Élodie découvrit que la cuisine était envahie de fleurs. Des bouquets de roses blanches, de lys et de pivoine attendaient d'être transportés à l'église. « Grand-mère, vous avez vidé tous les fleuristes de la région. Il le fallait bien. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais laisser quelqu'un d'autre s'occuper des fleurs du mariage de ma petite fille. » Marguerite avait passé des semaines à préparer ses arrangements. Chaque bouquet racontait une histoire, les roses pour l'amour, les lys pour la pureté, les pivoines pour l'honneur. Elle avait même ajouté des fleurs sauvages de la région, celles-là même que Gabriel offrait à Élodie quand ils étaient enfants. « Elles sont magnifiques », murmura Élodie, émue aux larmes. « Ne pleure pas maintenant », gronda affectueusement Marguerite. « Tu vas avoir les yeux gonflés pour tes photos. Allez, mange quelque chose, tu n'as rien avalé hier soir. » Mais Élodie avait l'estomac noué. Dans quelques heures, elle serait Madame Gabriel Moreau. Cette pensée la remplissait à la fois de joie pure et d'une appréhension qu'elle n'arrivait pas à chasser complètement. De son côté, Gabriel ne valait guère mieux. Thomas Blanchard, son témoin, le trouvait inhabituellement nerveux. « Gabriel, tu es sûr que ça va? Tu es blanc comme un linge. »« Ça va, » mentit Gabriel en ajustant sa cravate pour la 10e fois. « C'est juste que... Thomas, et si elle changeait d'avis? Et si, au dernier moment, elle réalisait qu'elle fait une erreur ?» Thomas éclata de rire. « Mon vieux, tu as vu comment elle te regarde? Cette femme est folle de toi. Et honnêtement, après avoir supporté 6 semaines de harcèlement médiatique et les remarques acides de ta mère, si elle était venue pour ton argent, elle serait déjà partie en courant. » Gabriel sourit malgré sa nervosité. Thomas avait raison. Élodie avait fait preuve d'un courage remarquable face à toutes les épreuves de ces dernières semaines. À 11 heures, Madame Bertrand arriva à Grasse avec la robe dans une housse précieuse. Quand Élodie la découvrit, elle retint son souffle. La couturière avait créé une merveille, une robe en satin ivoire d'une simplicité élégante, avec un bustier brodé de perles fines et une jupe fluide qui tombait parfaitement. Elle était exactement comme Élodie l'avait rêvé, sophistiquée sans être ostentatoire, moderne tout en gardant un charme intemporel. « Mademoiselle Laurent, » dit Madame Bertrand en l'aidant à l'enfiler, « vous êtes radieuse. Cette robe vous va comme si elle avait été créée pour vous. » « C'est le cas, » sourit Élodie,
et elle est parfaite. Marguerite pleura en voyant sa petite fille dans sa robe de mariée. Sophie aurait été si fière, murmura-t-elle en pensant à sa fille disparue. Tu es exactement comme elle, le jour de son mariage. À 13 heures, les premières voitures commencèrent à arriver devant la petite église de Grasse. Malgré les efforts de Gabriel pour limiter l'ampleur de la cérémonie, une cinquantaine de personnes s'étaient déplacées. La famille, les amis proches, quelques relations d'affaires incontournables. Isabelle Moreau descendit de sa Bentley dans un tailleur Chanel bleu marine, accompagnée de son compagnon parisien. Elle avait accepté d'assister au mariage de son fils, mais son expression restait réservée. Thomas et sa femme, Claire, arrivèrent avec leurs 2 enfants qui portaient les alliances dans de petits paniers fleuris. Quelques clients fidèles d'Élodie étaient également présents, ainsi que les commerçants de la rue Masséna qui l'avaient vu grandir. Delphine de Montclair avait finalement décliné l'invitation, prétextant un voyage à l'étranger. En réalité, elle n'arrivait pas à supporter l'idée de voir Gabriel épouser une autre femme. À 14 heures précises, Gabriel prit place devant l'autel. Il portait un costume gris anthracite taillé sur mesure, avec une cravate assortie et une boutonnière de rose blanche. Quand l'organiste entama la marche nuptiale, son cœur s'emballa. La porte de l'église s'ouvrit et Élodie apparut au bras de sa grand-mère. Marguerite avait insisté pour conduire sa petite fille à l'autel, en l'absence de son père qu'Élodie n'avait jamais connu. Gabriel sentit sa gorge se serrer en voyant Élodie avancer vers lui. Elle était d'une beauté saisissante, mais c'était surtout la lumière dans ses yeux qui le bouleversait. Cette même lumière qu'il avait vue pour la première fois quand elle avait 8 ans et qu'il lui offrait des fleurs sauvages. Quand elle arriva à sa hauteur, il murmura « Vous êtes magnifique ». « Ne, vous aussi », répondit-elle en souriant. Le curé, le père Martinez, qui connaissait Élodie depuis l'enfance, commença la cérémonie par des mots simples et touchants sur l'amour véritable qui transcende les différences. « Gabriel, acceptez-vous de prendre Élodie pour épouse, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui, je le veux. » dit Gabriel d'une voix ferme, les yeux rivés sur ceux d'Élodie. « Élodie, acceptez-vous de prendre Gabriel pour époux, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Élodie regarda Gabriel, cet homme qu'elle aimait depuis l'enfance, qui avait su retrouver le chemin de son cœur malgré les années et les obstacles. « Oui, je le veux. » Quand ils échangèrent les alliances, quand Gabriel souleva le voile d'Élodie pour l'embrasser, quand le curé les déclara mari et femme, toute l'assistance applaudit avec émotion. Ils étaient enfin unis, pour le meilleur et pour le pire. La réception se déroula dans les jardins de la propriété que Gabriel avait louée pour l'occasion. Une bastide provençale entourée de lavandes et d'oliviers centenaires. L'endroit était parfait pour cette célébration intime, loin du faste et de l'apparat que certains invités avaient pu espérer. Sous une tonnelle fleurie, les tables rondes étaient dressées avec une élégance simple. Nappes de lin blanc, bouquets de fleurs des champs et cette lumière dorée de Provence qui rendait tout magique. Gabriel avait tenu à ce que tout soit parfait pour Élodie, mais dans l'esprit qu'elle souhaitait, authentique et chaleureux. Les discours furent brefs et émouvants. Thomas parla de l'amitié sincère qu'il portait à Gabriel et de la joie qu'il avait de le voir enfin épanoui. Marguerite, les larmes aux yeux, évoqua sa petite fille qui avait grandi trop vite après la perte de sa mère et qui méritait plus que quiconque d'être heureuse. « Gabriel, dit-elle en se tournant vers son nouveau petit-fils, je vous confie ce que j'ai de plus précieux au monde. Prenez-en soin. Je vous le promets, grand-mère Margot, répondit Gabriel en utilisant le surnom affectueux qu'Élodie lui avait enseigné. Même Isabelle Moreau prononça quelques mots, reconnaissant avec une élégance forcée qu'Élodie était une charmante jeune femme qui rendait son fils heureux. Ce n'était pas l'enthousiasme qu'Élodie avait espéré, mais c'était un début. À la fin de l'après-midi, alors que les invités commençaient à se disperser, Gabriel prit Élodie par la main. « Madame Moreau, dit-il avec un sourire tendre, êtes-vous prête pour notre voyage de noces?
Où m'emmenez-vous, monsieur Moreau? Demanda-t-elle en riant. Gabriel avait gardé leur destination secrète, lui demandant simplement de faire ses bagages pour un climat tropical. Aux Seychelles. J'ai pensé que vous aimeriez découvrir ces îles et leurs fleurs exotiques. Élodie sentit son cœur s'emballer. Les Seychelles, elle avait rêvé de ces îles paradisiaques en feuilletant les magazines, sans jamais imaginer qu'elle pourrait un jour les visiter. Gabriel, c'est trop. Nous aurions pu aller en Italie ou même rester en France. Élodie, l'interrompit-il en prenant ses mains, laissez-moi vous faire découvrir le monde. Laissez-moi partager avec vous tout ce que la vie peut offrir de beau. Le lendemain matin, ils s'envolèrent de Nice vers Mahé, la principale île des Seychelles. Élodie, qui n'avait jamais pris l'avion, serrait la main de Gabriel pendant le décollage, émerveillée et terrifiée à la fois. « Regardez », dit Gabriel en lui montrant le hublot alors qu'ils survolaient la Méditerranée. « Nous laissons tous nos soucis derrière nous. » Le voyage fut long, mais magique. Gabriel avait réservé des places en première classe, et Élodie découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Les sièges transformables en lits, le service aux petits soins, les repas gastronomiques servis dans de la vraie porcelaine. « Je ne m'habituerai jamais à tout ça, » murmura-t-elle en regardant l'hôtesse disposer une orchidée fraîche sur son plateau repas. « Vous n'êtes pas obligé de vous habituer, » répondit Gabriel. « Profitez simplement. C'est notre lune de miel. » Quand ils atterrirent aux Seychelles, Élodie eut le souffle coupé. L'air était chaud et parfumé, chargé d'effluves d'ylang-ylang et de frangipanier. Le ciel était d'un bleu profond, et l'océan Indien s'étendait à perte de vue, dans des tons de turquoise qu'elle n'avait jamais vus. Gabriel l'avait emmenée au Four Seasons Resort, un complexe hôtelier de luxe niché dans une végétation tropicale luxuriante. Leur villa privée, construite sur pilotis au-dessus de l'eau cristalline, était d'une beauté à couper le souffle. « Gabriel » murmura Élodie en découvrant la terrasse privée avec sa piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'océan. « C'est un rêve, c'est notre réalité, » dit-il en l'enlaçant par derrière. « Notre nouvelle vie commence ici, maintenant. » Cette première soirée, ils dînèrent sur leur terrasse privée, aux chandelles, face au coucher de soleil. Le menu avait été spécialement préparé par le chef, poissons locaux grillés, fruits tropicaux et un champagne millésimé que Gabriel avait fait apporter de France. « J'ai l'impression de vivre dans un conte de fées, » avoua Élodie en sirotant son champagne. « Parfois j'ai peur de me réveiller. » « Alors ne vous réveillez pas, » dit Gabriel en portant sa main à ses lèvres. « Élodie, je veux vous dire quelque chose. Ces derniers mois avec vous ont été les plus beaux de ma vie. Vous m'avez appris ce que signifiait vraiment être heureux. Vous aussi, Gabriel, vous m'avez fait découvrir un monde que je n'osais même pas imaginer. Mais surtout, vous m'avez redonné confiance en moi. » Ils parlèrent longtemps cette nuit-là, de leurs rêves, de leurs projets, de la vie qu'ils voulaient construire ensemble. Gabriel évoqua son désir de s'impliquer davantage dans les œuvres caritatives, inspirées par la générosité naturelle d'Élodie. Elle lui parla de son rêve secret d'ouvrir une école de floriculture pour transmettre l'art floral aux jeunes générations. « Nous pourrons faire tout cela, » dit Gabriel. « Ensemble, nous pourrons changer les choses, à notre échelle. » Quand ils se retirèrent dans leur chambre, Élodie sentit une appréhension nouvelle l'envahir. Ils avaient partagé des baisers passionnés, des étreintes tendres, mais ils n'avaient jamais franchi l'ultime barrière de l'intimité. Gabriel avait respecté ses valeurs traditionnelles, sa volonté d'attendre le mariage. Maintenant qu'ils étaient mari et femme, Élodie réalisait avec une émotion mêlée de bonheur et de timidité que cette nuit allait être différente de toutes les autres. Elle allait se donner complètement à l'homme qu'elle aimait, corps et âme. Gabriel, observant sa nervosité, s'approcha d'elle avec une tendresse infinie. « Élodie, nous avons toute la vie devant nous. Il n'y a aucune urgence, aucune pression. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa délicatesse. « Je vous aime, Gabriel, et je vous fais confiance. » Ces mots simples scellèrent leur union d'une façon plus profonde encore que les vœux échangés à l'église. Dans cette villa paradisiaque, loin de tout et de tous, ils allaient enfin s'appartenir pleinement. La nuit tropicale enveloppait leur villa d'un voile de douceur. Par les baies vitrées ouvertes,
On entendait le murmure des vagues qui venaient mourir sur la plage de sable blanc. L'air était parfumé des senteurs enivrantes de la végétation luxuriante, frangipanier, hibiscus et jasmin de nuit. Gabriel avait allumé quelques bougies dans la chambre, créant une atmosphère intime et romantique. Élodie, vêtue d'une nuisette de soie blanche que sa grand-mère avait discrètement glissée dans ses bagages, se tenait près de la fenêtre, contemplant l'océan étoilé. « Vous êtes inquiète ?» demanda Gabriel en s'approchant d'elle avec une tendresse infinie. Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la beauté de son visage éclairé par la lune. Ses yeux verts brillaient d'un mélange d'amour et d'appréhension. « Un peu, avoua-t-elle. Gabriel, il y a quelque chose que vous devez savoir avant cette nuit. » Gabriel prit ses mains dans les siennes, sentant qu'elle avait besoin d'être rassurée. « Dites-moi tout, mon amour. » Élodie baissa les yeux, soudain intimidée. « Je n'ai jamais... »« Gabriel, vous êtes le premier homme que j'aime vraiment, le seul avec qui j'ai jamais voulu partager cela. » Gabriel resta silencieux un moment, digérant cette révélation. Dans un monde où les relations se multipliaient et se banalisaient, où l'intimité était souvent considérée comme un simple plaisir sans conséquence, Élodie avait choisi d'attendre. Elle avait préservé cette part d'elle-même pour l'homme qu'elle épouserait. « Élodie, murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Vous voulez dire que vous n'avez jamais, confirma-t-elle, rougissant. Je sais que cela peut paraître démodé, ridicule même. Dans votre monde, les femmes sont plus expérimentées. Peut-être suis-je naïve, mais j'ai toujours pensé que cette première fois devait être spéciale avec quelqu'un qui compte vraiment. » Gabriel sentit son cœur se serrer d'émotion. Il avait fréquenté des femmes sophistiquées, habituées aux codes de la séduction moderne, mais aucune ne l'avait jamais ému comme Élodie en cet instant. Sa sincérité, sa pureté, sa façon de lui offrir ce qu'elle avait de plus précieux le bouleversaient au-delà des mots. « Élodie, dit-il en prenant son visage entre ses mains, regardez-moi, vous n'êtes ni naïve ni ridicule. Vous êtes la femme la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Et le fait que vous ayez choisi de partager cela avec moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Vous n'êtes pas déçue? Vous ne regrettez pas de ne pas avoir épousé une femme plus moderne ?» Gabriel la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une tendresse protectrice. « Déçue? » Élodie, « Je suis honoré et ému aux larmes. Dans un monde où tout semble jetable, où rien ne semble avoir de valeur, vous avez préservé quelque chose de sacré. Vous me l'offrez avec amour, avec confiance. Comment pourrais-je être autre chose que reconnaissant ?» Il la fit asseoir sur le bord du lit et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains qu'il porta à ses lèvres. « Élodie, vous venez de me faire réaliser quelque chose d'important. J'ai passé ma vie à collectionner les expériences, les conquêtes, pensant que la quantité remplacerait la qualité. Mais vous m'apprenez que l'amour véritable se donne entier, sans calcul, sans retenue. » Élodie le regardait, émue par la sincérité de ses paroles. « Gabriel, j'ai eu si peur de vous décevoir. Toutes ces femmes avant moi, il n'y a jamais eu personne avant vous, Élodie. Pas de cette façon. Pas avec cette intensité, pas avec ce sentiment d'évidence. Toutes ces relations passées, ce n'étaient que des ombres comparées à ce que je ressens pour vous. » Gabriel se leva et la rejoignit sur le lit, l'allongeant délicatement contre les oreillers de soie. « Ma chérie, cette nuit va être spéciale pour nous deux. Pas seulement pour vous. Pour moi aussi, ce sera une première. La première fois que je ferai l'amour avec la femme que j'aime vraiment, celle avec qui je veux vieillir. » Il commença à l'embrasser tendrement, ses lèvres effleurant d'abord son front, ses paupières, ses joues, avant de se poser sur ses lèvres. Chaque caresse était empreinte d'une douceur respectueuse, d'une patience infinie. « N'ayez pas peur, chuchota-t-il. Nous avons toute la nuit, toute la vie. Il n'y a que vous et moi, et notre amour. » Élodie sentit ses dernières appréhensions s'envoler. Dans les bras de Gabriel, elle se sentait en sécurité, aimée, respectée. Ce qu'elle avait tant redouté se transformait en un moment de grâce pure. Quand leurs corps s'unirent enfin dans la douceur de cette nuit tropicale,
Ce fut avec une tendresse et une passion qui dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Gabriel avait pris soin de faire de cette première fois un moment magique, privilégiant sa douceur et son plaisir à lui. Plus tard, alors qu'il reposait enlacé, écoutant le bruit des vagues, Gabriel caressa tendrement les cheveux d'Élodie. « Merci, murmura-t-il. « Merci pourquoi ?» demanda-t-elle, levée contre son épaule. « Pour m'avoir fait découvrir ce qu'était l'amour véritable, pour m'avoir montré que certaines choses valent la peine d'être attendues, préservées, chéries. » Élodie leva les yeux vers lui, radieuse. « Gabriel, vous m'avez fait sentir précieuse, pas seulement désirée, mais vraiment précieuse. Parce que vous l'êtes, mon amour. Vous êtes mon trésor le plus précieux. » Cette révélation, qui aurait pu créer un malaise ou une déception chez certains hommes habitués aux relations modernes, avait produit l'effet inverse chez Gabriel. Elle lui avait fait prendre conscience de la rareté et de la beauté de l'amour authentique. Élodie ne lui avait pas seulement offert sa virginité, elle lui avait offert sa confiance absolue, sa vulnérabilité, son cœur sans défense. En retour, Gabriel lui offrait le sien, définitivement et pour toujours. Leur lune de miel venait de prendre une dimension qu'aucun des deux n'avait anticipée, celle d'une révélation mutuelle qui allait sceller leur amour pour l'éternité. 2 semaines plus tard, Gabriel et Élodie regagnèrent Nice, bronzés, radieux et plus amoureux que jamais. Leur lune de miel aux Seychelles avait dépassé tous leurs rêves, journées passées à explorer les îles, nuits d'amour passionné, conversations profondes sur leur avenir commun. Gabriel avait découvert une Élodie épanouie, libérée de ses complexes, tandis qu'elle avait appris à connaître un Gabriel détendu, loin des pressions de son empire financier. « Nous voilà de retour dans le monde réel », dit Élodie avec un soupir, en regardant par le hublot de l'avion qui amorçait sa descente vers l'aéroport de Nice. « Le monde réel peut-être, mais notre amour reste le même », répondit Gabriel en serrant sa main. « Et puis, j'ai des projets pour nous. »« Quels projets ?» Gabriel sourit mystérieusement. « Vous verrez. » À leur arrivée, ils furent accueillis par Marguerite, rayonnante de bonheur de retrouver sa petite fille. « Mais chérie, vous avez une mine splendide. Élodie, tu as l'air d'une femme comblée. » Élodie rougit en embrassant sa grand-mère. Les 2 semaines aux Seychelles l'avaient transformée. Elle portait une robe d'été aux couleurs vives achetée là-bas, ses cheveux étaient plus longs et plus libres, et surtout, elle rayonnait d'une confiance nouvelle. « Grand-mère, vous m'avez manqué. Comment va la boutique ?»« Oh, très bien. Madame Petit s'est occupée de tout pendant ton absence, et nous avons reçu tant de commandes. Tout le monde veut les fleurs de la mariée de Gabriel Moreau. » Gabriel éclata de rire. « Élodie est devenue célèbre. »« Ne riez pas, » dit Marguerite. « C'est sérieux. 3 hôtels de luxe nous ont contactés pour leurs événements, et même un château en Provence veut nos services pour des mariages. Notre petite floriculture va devenir une vraie entreprise. » Élodie écarquilla les yeux. « Grand-mère, nous ne pourrons jamais gérer tout cela à nous deux. C'est là que j'interviens, » dit Gabriel. « Élodie, j'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous si nous transformions votre petit commerce familial en une véritable entreprise de décoration florale de luxe? Nous pourrions embaucher des assistants, ouvrir une serre, même créer cette école de floriculture dont vous rêviez. » Élodie le regarda stupéfaite. « Gabriel, c'est merveilleux, mais cela coûterait une fortune. Et alors, nous en avons les moyens. Et surtout, c'est votre passion, votre talent. Pourquoi ne pas le développer? Mais les gens vont dire que vous me financez par amour, que... » Gabriel l'interrompit en prenant ses mains. « Élodie, arrêtez de vous soucier de ce que pensent les gens. Vous avez un don exceptionnel. Votre travail au gala de charité, la décoration de notre mariage. Tout le monde en parle encore. Il est temps que votre talent soit reconnu à sa juste valeur. » Marguerite applaudit. « Gabriel a raison, ma chérie. Et puis moi, à 75 ans, j'ai bien le droit de prendre ma retraite et de laisser ma petite fille voler de ses propres ailes. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Gabriel mit toute son expertise d'homme d'affaires au service du projet d'Élodie. Ils visitèrent des locaux plus grands, rencontrèrent des fournisseurs, établirent un plan de développement. Élodie découvrait un nouveau monde, celui de l'entrepreneuriat, de la gestion, des investissements.
Vous êtes sûr que vous ne regrettez pas d'avoir épousé une simple floriste ?» demanda-t-elle un soir, après une journée passée à étudier des bilans financiers. « Une simple floriste ?» Gabriel éclata de rire. « Élodie, en 2 semaines, vous avez élaboré un business plan qui impressionnerait mes associés les plus expérimentés. Vous avez des idées révolutionnaires, cette application mobile pour commander des arrangements personnalisés, ces ateliers pour enfants, cette gamme de parfums naturels. Vous êtes une vraie entrepreneur. » Leur retour en société se fit en douceur. Gabriel avait organisé un dîner dans leur nouvelle maison, une villa qu'ils avaient achetée ensemble dans les collines de Nice, avec vue sur la mer et un jardin où Élodie pourrait cultiver ses fleurs. Il avait invité leurs amis proches, quelques relations d'affaires et même sa mère. Isabelle Moreau arriva avec ses réticences habituelles, mais elle fut surprise de découvrir une Élodie transformée. La jeune femme timide qu'elle avait rencontrée quelques mois plus tôt avait cédé la place à une épouse épanouie, élégante, sans ostentation, qui parlait avec passion de ses projets professionnels. « Gabriel m'a dit que vous développiez votre entreprise », dit Isabelle, s'efforçant à la politesse. « Oui, Madame Moreau, nous voulons créer quelque chose d'unique, allier tradition artisanale et innovation moderne. Gabriel m'aide beaucoup avec ses conseils. Et vous ne craignez pas que... Enfin, que les gens pensent que vous profitez de la position de mon fils. » Élodie soutint son regard sans ciller. « Madame Moreau, je comprends vos inquiétudes. Mais Gabriel et moi formons une équipe. Il m'apporte son expertise en affaires. Moi, j'apporte ma créativité et ma passion. C'est cela, un mariage réussi, non? Se compléter mutuellement ?» Isabelle fut surprise par cette réponse pleine de maturité. Peut-être s'était-elle trompée sur cette jeune femme. Peut-être Gabriel avait-il fait le bon choix finalement. Thomas Blanchard leva son verre. « À Gabriel et Élodie, au mariage d'amour qui inspire tout le monde. Au nouveau projet, ajouta Claire, sa femme. Élodie, j'ai hâte de voir votre école de floriculture. Nos enfants adoreraient apprendre à faire des bouquets. » Gabriel regarda autour de lui, ému. Tous ces gens qu'il aimait, réunis dans sa maison, célébrant son bonheur et celui d'Élodie. Il pensa à sa solitude d'avant, à ses relations superficielles, à sa peur de l'engagement. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. « Mes amis, dit-il en se levant, il y a quelques mois, j'étais un homme qui ne croyait pas à l'amour véritable. Élodie m'a prouvé que j'avais tort. Elle ne m'a pas seulement rendu heureux, elle m'a rendu meilleur. Grâce à elle, j'ai découvert que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les liens qu'on tisse avec ceux qu'on aime. » Élodie sentit les larmes monter à ses yeux. « Gabriel m'a appris à rêver plus grand, à avoir confiance en moi. Ensemble, nous allons prouver que l'amour peut tout surmonter, même les différences de classe sociale. » Quand les invités partirent, ce soir-là, Gabriel et Élodie restèrent sur leur terrasse, contemplant les lumières de Nice qui scintillaient en contrebas. « Vous êtes heureuse ?» demanda Gabriel. « Plus que je n'aurais jamais osé l'espérer, » répondit Élodie en se blottissant contre lui. « Gabriel, vous savez quoi? Je crois que nous allons faire de grandes choses ensemble. J'en suis certain, mon amour. L'avenir nous appartient. » Leur histoire d'amour, née d'un réencontre fortuit et nourrie malgré tous les obstacles, entrait dans une nouvelle phase, celle de la construction commune d'une vie à la mesure de leurs rêves partagés. 1 an plus tard, par une belle matinée de printemps, Élodie se tenait devant le nouveau siège des Jardins d'Élodie, le nom qu'ils avaient choisi pour leur entreprise florale. L'ancien petit local de la rue Masséna avait été transformé en showroom élégant, tandis qu'une grande serre moderne abritait maintenant l'école de floriculture dont elle avait toujours rêvé. « Madame Moreau, » dit Julien, l'un de ses premiers élèves, « j'ai terminé ma composition pour le concours. Pouvez-vous y jeter un œil ?» Élodie sourit en entendant son nom marital. Elle ne s'en lassait pas, même après tous ces mois. « Bien sûr, Julien, montrez-moi cela. » L'arrangement que le jeune homme avait créé était remarquable, un mélange audacieux de fleurs tropicales et méditerranéennes qui reflétait parfaitement l'esprit d'innovation qu'Élodie insufflait à son enseignement. « C'est magnifique, » dit-elle sincèrement. « Vous avez vraiment progressé. Votre sens des couleurs s'affine de semaine en semaine.
C'est grâce à vos cours, madame. Ma grand-mère n'en revient pas, elle qui pensait que la floriculture était un métier de femme. » Élodie rit. Elle avait découvert que sa réussite inspirait beaucoup de jeunes, garçons et filles confondus, qui voyaient en elle la preuve qu'on pouvait réussir en restant fidèle à ses valeurs. Gabrielle poussa la porte de l'atelier, les bras chargés de magazines et de journaux. « Ma chérie, vous devez voir ça. » Il étala devant elle le dernier numéro de Maison et Jardin, où un article de 6 pages était consacré au jardin d'Élodie. Le titre était éloquent. « Quand l'art floral rencontre l'innovation, le succès fou d'Élodie Moreau. » « Écoutez cela, dit Gabrielle en lisant l'article. En moins d'1 an, Élodie Moreau a révolutionné l'art floral sur la Côte d'Azur. Ses créations, qui mêlent tradition provençale et touches exotiques rapportées de ses voyages, séduisent une clientèle internationale. Son école, qui affiche complet 6 mois à l'avance, forme la nouvelle génération de fleuristes créatifs. Mais au-delà du succès commercial, c'est l'histoire humaine qui fascine. Cette ancienne fleuriste de quartier, devenue l'épouse de Gabrielle Moreau, prouve qu'avec du talent et de la détermination, on peut réécrire son destin. Élodie rougit de plaisir. « Ils exagèrent un peu, vous ne trouvez pas ?»« Pas du tout », intervint Marguerite, qui arrivait avec un plateau de thé. À 76 ans, elle avait officiellement pris sa retraite, mais continuait à venir tous les jours donner un coup de main. « Ma chérie, tu as créé quelque chose d'extraordinaire. Ta mère aurait été si fière. » Ce même après-midi, Gabrielle et Élodie se rendirent à l'hôpital pédiatrique de Nice, où ils participaient chaque mois à un atelier floral pour les enfants malades. C'était devenu l'une de leurs activités caritatives préférées. « Madame Élodie, Monsieur Gabriel !» Les enfants les accueillirent avec des cris de joie. Ils avaient créé des liens particuliers avec plusieurs de ces petits patients courageux. « Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des bouquets de bonheur », annonça Élodie en sortant des fleurs colorées de ses paniers. Des bouquets qui font sourire rien qu'en les regardant. Gabrielle l'observait avec admiration. Voir Élodie avec ses enfants, patients et attentifs à chacun d'eux, lui rappelait pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Sa générosité naturelle, sa capacité à apporter de la joie autour d'elle, tout cela n'avait fait que s'épanouir avec leur mariage. « Monsieur Gabriel, » dit la petite Emma, 7 ans, qui luttait contre une leucémie, « quand je serai guérie, je viendrai apprendre dans l'école de Madame Élodie. »« Et tu seras la bienvenue, ma puce, » répondit Gabriel, en ébouriffant ses cheveux fins. « En attendant, tu peux t'entraîner ici avec nous. » Ce soir-là, de retour dans leur villa, Gabrielle et Élodie dînèrent sur leur terrasse face au coucher de soleil. C'était devenu leur rituel. Chaque jour, ils prenaient le temps de se retrouver, de parler de leur journée, de leurs projets, de leurs rêves. « Gabrielle, » dit Élodie en sirotant son verre de vin rosé de Provence, « vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit le soir de notre premier dîner? Que vous aviez l'impression de pouvoir enlever le masque avec moi? Bien sûr, je m'en souviens. Eh bien, aujourd'hui, j'ai réalisé que vous m'aviez appris la même chose. Avant de vous retrouver, je me cachais derrière ma timidité, ma petite vie tranquille. Vous m'avez donné le courage d'être pleinement moi-même. » Gabrielle prit sa main par-dessus la table. « Nous nous sommes libérés mutuellement, mon amour, et regardez ce que nous avons construit ensemble. » Il avait raison. En 1 an, ils avaient non seulement créé une entreprise florissante, mais aussi une vraie complicité. Gabrielle s'était impliquée dans la gestion tout en respectant la vision créative d'Élodie. Elle, de son côté, avait appris les codes du monde des affaires sans jamais renier ses valeurs. « J'ai une surprise pour vous, » dit Gabrielle en sortant une enveloppe de sa poche. « Encore? Gabrielle, vous me gâtez trop? Ouvrez. » Élodie découvrit des billets d'avion pour le Japon. « Tokyo ?» s'exclama-t-elle. « J'ai pensé que vous aimeriez découvrir l'art floral japonais, l'ikebana. Nous partons la semaine prochaine pour 15 jours. Et devinez quoi, nous sommes invités à donner une conférence à l'école de floriculture de Kyoto. » Élodie se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. « Gabrielle Moreau, vous êtes fou, mais j'adore votre folie. » Ils s'embrassèrent avec la passion du premier jour, mais aussi avec la tendresse que seuls les couples vraiment complices connaissent. « Élodie, » murmura Gabrielle contre ses lèvres, « j'ai encore quelque chose à vous dire. »« Quoi donc? Je vous aime. Je vous aime aujourd'hui plus qu'hier, et je vous aimerai demain plus qu'aujourd'hui.
Vous êtes mon épouse, ma partenaire, ma meilleure amie, mon amour éternel. Et vous, Gabrielle Moreau, vous êtes l'homme qui a transformé ma vie en conte de fées. Mais un conte de fées réel, construit jour après jour avec amour, respect et complicité. Ils restèrent enlacés sur leur terrasse, regardant les étoiles s'allumer une à une dans le ciel de Provence. Autour d'eux, le parfum de leurs fleurs se mêlait à celui de la mer. Dans le lointain, ils entendaient les bruits de Nice, qui s'endormait doucement. Leur histoire, née de retrouvailles inattendues, avait défié tous les pronostics. Ils avaient prouvé que l'amour véritable pouvait surmonter les différences sociales, les préjugés, les obstacles de toutes sortes. Plus encore, ils avaient montré qu'un couple pouvait grandir ensemble, se révéler mutuellement, construire quelque chose de beau et de durable. Gabrielle Moreau, l'héritier millionnaire qui avait juré de ne jamais aimer, avait trouvé en Élodie Laurent, la fleuriste de la rue Masséna, non seulement l'amour de sa vie, mais aussi sa complice pour tous ses rêves futurs. Et Élodie, la jeune femme timide, qui se cachait derrière ses fleurs, était devenue une entrepreneure accomplie, une épouse épanouie, une femme qui inspirait par son courage et sa générosité. Ensemble, ils avaient écrit la plus belle des histoires d'amour, celle qui se vit au quotidien dans le respect mutuel, la complicité et la construction commune d'un bonheur authentique. Dans quelques années, quand les journalistes raconteraient encore leur histoire, ils diraient qu'il était une fois un milliardaire et une fleuriste qui prouvèrent au monde entier que l'amour véritable existe bel et bien. Et ils vécurent heureux, pour toujours.